Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le webinaire consacré au marché du document unique. Donc, le webinaire portera sur le rôle des encadrants en santé et sécurité au travail dans les collectivités. L'ordre du jour, donc nous allons, après une brève introduction, voir ensemble les objectifs de ce webinaire. Nous passerons quelques diapos sur le rôle du manager et ses obligations légales. Nous verrons ensemble les moyens fournis par la collectivité. Nous reviendrons sur l'importance des équipements de protection individuelle ainsi que la discipline associée. Nous verrons ensuite les formations disponibles. Nous aborderons le sujet des plans de prévention et protocoles de sécurité. Puis, nous présenterons la qualité de vie et des conditions de travail en faisant un lien avec les risques psychosociaux. Nous verrons comment être préparé à secourir et nous terminerons par la prévention des maladies. Donc, pour introduction, juste un petit préambule pour tous les participants. Nous vous demandons de couper vos téléphones ainsi que vos caméras pour laisser la bande passante défiler. Nous vous demandons également d'être focus sur les objectifs de la réunion. Vous aurez la possibilité de poser des questions en ligne. Donc, vous voyez sur vos écrans à droite, vous avez une partie de chat pour la discussion tout au fil de la présentation. Et juste avant, vous avez l'encart questions pour poser toutes les questions que vous souhaitez concernant les différentes parties. Donc, dans chaque partie qui sera présentée, on va laisser un petit temps sur un jeu de questions-réponses. Donc, on répondra à toutes vos interrogations à ce moment-là. À la suite de ce webinaire, vous aurez un questionnaire de validation des acquis. Et puis, vous recevrez également un replay de ce webinaire qui sera également disponible sur l'intranet avec la présentation actuelle. Donc, pas forcément besoin de prendre de notes. Vous retrouverez toutes les informations sur l'intranet prochainement. Donc, pour vous présenter les différents intervenants, c'est le service prévention santé QVCT qui anime ce webinaire. Donc, ce service est composé de moi, Kaina Siab, la responsable de service. Vous retrouvez à ma droite Coralie Roger, chargée de la qualité de vie et des conditions de travail, et à ma gauche, les deux conseillers prévention santé, Laurent Sonnec et Jonathan Charon. Donc, pour me présenter un peu plus en détail, je suis donc la responsable et mes missions principales portent sur la promotion et l'amélioration de la santé et de la sécurité au travail, l'analyse des accidents de service ainsi que l'évaluation des risques professionnels. Donc, vous retrouvez mes coordonnées juste en bas de page. Donc, bonjour à tous, je suis Coralie Roger, chargée de la qualité de vie et des conditions de travail, de formation psychologue du travail. Et donc, mon rôle au sein du service est de promouvoir et améliorer la qualité de vie et les conditions de travail, d'accompagner les agents et vous, managers, en assurant le traitement et le suivi des situations individuelles et collectives et de soutenir la fonction RH. Et mes coordonnées se trouvent également en bas de la diapositive. Bonjour à tous, je suis Laurent Sonnec. Bonjour à tous, Jonathan Charot et nous sommes conseillers en prévention. Donc nos missions principales portent sur l'analyse des accidents de service, l'évaluation des risques professionnels, les études de poste, la promotion et l'amélioration de la santé et sécurité au travail, l'animation du réseau des assistants de prévention. Et vous pouvez retrouver nos coordonnées en bas de page. Je suis Jean-Claude Husson, je suis intervenant en prévention des risques professionnels, ça veut dire que je suis déclaré à la direction du travail et je suis intervenu sur la mission d'évaluation des risques professionnels et de mise en place du document unique au sein des 3 collectivités. Alors, pour revenir sur les objectifs de ce webinaire, le but, c'est de faire un point sur le marché d'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels qui a été mené sur une bonne année. On y est depuis fin 2023. Une restitution des principaux thèmes et attentes issus de l'élaboration de ce document unique. Nous verrons ensemble comment aborder et faire progresser notre culture prévention en santé et sécurité et nous répondrons à vos interrogations. Donc, un bref récapitulatif sur le marché du document unique. Donc, la notification du marché a eu lieu en mai 2023. Vous avez pu voir Jean-Claude et le groupe de travail qui était dédié au document unique passer à l'intérieur des services depuis novembre 2023 pour les évaluations des risques professionnels sur le terrain.
Et ces évaluations se sont achevées en avril 2024. Et donc, la restitution finale du marché a eu lieu en décembre 2024. Pour vous présenter les différentes actions qui vont être lancées en 2025, donc notre webinaire d'aujourd'hui, c'est le point de départ finalement de notre démarche prévention-sécurité. À la suite de ce webinaire, vous allez recevoir, alors chaque pôle recevra son copil de restitution qui avait été présenté par Jean-Claude, ainsi que le plan d'action associé. Donc, dans ces plans d'action, vous verrez qu'il y a deux parties. Une partie sur des risques généraux qui seront pris en charge par le service prévention santé et une partie sur des risques plus spécifiques où là, on vous aidera à animer ce plan d'action et à déterminer des acteurs pour mener à bien toutes ces actions. Ensuite, nous allons lancer un accompagnement de chaque pôle au niveau santé, sécurité au travail. Donc là, on va mettre en place des revues, des rituels avec vous pour que vous puissiez intégrer la prévention santé à l'intérieur de la gestion de vos équipes. Nous lancerons également une sensibilisation sur différentes thématiques, donc issues de ce document unique. Donc, il y a 10 thématiques qui vont être passées en revue. Et donc, vous allez à ce moment-là recevoir de la documentation, des supports pour pouvoir animer ces 10 thématiques à l'intérieur de vos services. Et en dernier lieu, un 5e point sur la révision du document unique. Donc ça, c'est la finalité, mais c'est un travail qui se fait progressivement tout au long de l'année, où on va compléter les évaluations des risques professionnels qui n'ont pas été faites à l'intérieur du marché. Et on va également mettre à jour ce document unique annuellement avec toutes les actions qui vont se mettre en place. Donc, je vais laisser la parole à Jonathan pour vous présenter le rôle et les obligations du manager en termes de prévention en santé et sécurité au travail. Alors, je vous propose d'aborder le premier chapitre de ce webinaire intitulé « Rôle et obligations du manager » en nous posant une question collectivement et individuellement de quelles sont nos obligations en matière de santé et sécurité dans nos collectivités. Alors, pour nous et nos équipes. Pour répondre à cette question, on a deux fondamentaux réglementaires. Premièrement, le décret du 28 mai 1982, donc, qui régit la prévention en matière de santé et sécurité dans la fonction publique. Deuxièmement, nous avons ce décret qui renvoie à la 4e partie du Code du travail qui concerne l'obligation de moyens et de résultats qui incombe à l'employeur en matière de santé et sécurité et par délégation de pouvoir en lien avec l'organigramme à chaque manager. Donc, nous devons concrètement mettre une organisation et des moyens adaptés pour prévenir les risques professionnels en s'appuyant sur des acteurs clés que vous retrouvez dans le chapitre moyens de la collectivité. Donc, le manager responsable de veiller à la santé physique et mentale des agents, cette obligation ouvre le champ des 9 principes de prévention. Aujourd'hui, je vais vous en citer 3. Donc, le premier principe de prévention, c'est d'éviter le risque. Éviter qu'un agent s'expose au risque. C'est la prévention en amont des projets, des travaux et c'est également la planification. Le deuxième, évaluer les risques, c'est tout à fait en phase avec la démarche de prévention que vous avez lancée en 2023 et qui aujourd'hui se déploie par le biais du document unique et plus synthétiquement des plans d'action issus du PAPREPACT. Le troisième, et je n'irai pas plus loin parce qu'il y en a 9, c'est combattre les risques à la source et donc planifier la prévention pour organiser un cercle vertueux d'amélioration continue de la prévention en santé et sécurité au travail. Alors, pour synthétiser le cadre réglementaire, le manager est un acteur et promoteur de la prévention auprès de ses équipes. Il porte la responsabilité de moyens et de résultats et à sa disposition. Pour nous jauger au quotidien, on peut légitimement se poser la question, est-ce avant d'envoyer nos agents sur le terrain, on peut légitimement se poser la question, est-ce que j'enverrai quelqu'un de cher remplir cette tâche? Si la réponse est non, c'est que potentiellement, je n'ai pas tous les leviers de prévention. Si la réponse est oui, c'est que visiblement, j'ai couvert tous les leviers de prévention. Notre rôle consiste alors à adopter les bons réflexes. On peut passer à la slide suivante. Alors, du coup, ces bons réflexes, ils se résument en 3 lettres. C'est la MAE, donc l'assurance, non pas pour les enfants, mais pour les agents. C'est vraiment de se comporter en donnant les moyens en tant que manager, en agissant face aux situations dangereuses pour ne pas les banaliser, et en étant exemplaire et irréprochable
dans les règles, dans les promotions du bien-être et de la prévention au travail, et également dans la mise en œuvre de la prévention au quotidien. Agir quotidiennement face aux situations dangereuses. Donc, pour résumer cette slide, le manager, c'est un modèle. Le manager, c'est un animateur. Le manager, c'est un facilitateur. Je vous propose, par rapport à cette première thématique du rôle et obligations du manager, de passer à une série de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions en lien avec cette première thématique? N'hésitez pas à nous indiquer vos questions dans le petit encart questions en bas à droite de votre écran. Pour l'instant, pas de questions. Pour l'instant, pas de questions. Alors, je vais laisser la main du coup à Kaina pour le deuxième chapitre. On va pouvoir poursuivre avec les moyens fournis par la collectivité. Donc là, on va retrouver trois grandes catégories de moyens, donc les moyens humains. Dans un premier temps, vous avez au niveau formation et information la possibilité d'accompagner vos agents en termes de formation. Donc nous, on parle forcément des formations sécurité au travail. Donc là, il y a le plan de formation 2025 qui est à disposition sur l'intranet, où vous allez retrouver, et c'est une nouveauté depuis cette année, un bloc de formation dédié à la sécurité au travail. Vous avez également dans certains services, alors on a mis la priorité sur les services techniques, mais ça va être déployé sur les autres services également, le recueil des formations obligatoires qui est opéré par Jonathan. Donc il vient à votre rencontre pour recenser les formations obligatoires dont vous avez besoin pour par la suite pouvoir programmer et améliorer en tout cas cette dimension de formation de nos agents. Ensuite, vous avez un réseau de prévention qui existe au sein de la collectivité. Alors, il n'est pas forcément très visible. On va y remédier sur les prochaines années. Mais voilà, il y a des conseillers qui sont dans le service prévention santé, qui sont disponibles pour répondre à vos questions en termes de santé et sécurité au travail, qui accompagnent sur l'évaluation des risques professionnels et sur d'autres thématiques. Il y a les assistants de prévention qui ont été nommés il y a 1 an maintenant. Au nombre de 12 assistants de prévention. Il y a vous, les managers, donc vous faites partie intégrante de ce réseau de prévention. Vous êtes un maillon essentiel et c'est à intégrer dans la gestion de vos équipes. Nous allons prochainement nommer des responsables de site également. Donc, ces responsables de site auront pour fonction surtout la sécurité bâtimentaire, donc la faciliter en tout cas le contrôle des extincteurs, aller regarder si les issues de secours sont bien déverrouillées, regarder si le matériel de premier secours est bien à disposition. Et puis, il y a également les membres de la F3SCT. Donc là, cette instance, formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail, est une instance qui se réunit par trimestre, où il y a un président qui est chargé des conditions de travail, M. Doridam. Il y a des représentants de la collectivité et des représentants du personnel qui y siègent. Donc, tout ce réseau de prévention existe et peut être mobilisé à tout moment, toute interrogation, tout accompagnement. Ensuite, il y a la dimension du leadership en prévention. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va développer par la suite à l'issue de ce webinaire. Donc, ça va être un accompagnement ciblé des directions, où on va vous accompagner, vous managers, sur ces thématiques importantes de prévention de la santé et de la sécurité. Donc, en interne, dans mon service, les conseillers vont se répartir les différents services de la collectivité par portefeuille. Et donc, vous aurez un référent sur cette thématique de prévention. Et puis, avec l'animation du PAPRI-Pacte également. Alors, le PAPRI-Pacte, c'est communément le plan d'action qui est mis en place à l'issue du document unique, où là, il y a différents contributeurs qui vont intervenir et différents acteurs qui vont mener à bien les actions qui ont été définies. Et donc là, ça va être vraiment une fonction transverse qui va se mettre en place avec tous ces acteurs qui vont pouvoir interagir. Donc là, pour vous faire un rappel sur le réseau des assistants de prévention, donc vous voyez qu'ils sont nombreux, au nombre de 12, répartis sur les différents pôles.
Donc, le but pour nous aujourd'hui, c'est d'animer ce réseau de prévention, de les faire monter en compétences pour qu'ils puissent ensuite devenir un relais, un maillon essentiel de la prévention et pouvoir faire des remontées d'informations sur les conditions de travail puisqu'ils sont positionnés dans les services et donc disponibles auprès des agents en direct. Ensuite, vous allez retrouver les moyens fournis par la collectivité d'un point de vue organisationnel. Donc là, on va retrouver ce document important qui est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, comme je vous le disais en introduction, vous allez recevoir vos copies de restitution et plan d'action par pôle. Donc, vous avez d'une part vos risques généraux et d'autre part vos risques spécifiques. Associé à ce document unique, vous allez avoir donc le plan d'action issu de l'évaluation des risques professionnels. Et le but pour nous, ça va être de mettre en place des revues santé-sécurité à ritualiser avec vous. Donc, à l'issue du webinaire, les conseillers de prévention reviendront vers chaque directeur de pôle pour connaître votre organisation, comment vous rencontrez vos managers et pouvoir se caler sur cette organisation afin d'introduire la prévention et la sécurité dans vos ordres du jour. Donc, dans un premier temps, ce sera vraiment axé sur le document unique et le plan d'action associé. Et ensuite, on viendra vous amener de l'information sur des accidents de travail, les maladies professionnelles, l'absentéisme. C'est quelque chose qui se fera pas tout de suite, ça va être progressif, mais le but, c'est de vous amener à pouvoir intégrer cette dimension de prévention dans la gestion de vos équipes. Donc ensuite, on va retrouver la formation leadership en prévention. Là encore, les conseillers prévention vont animer une session de sensibilisation. On va plus parler de sensibilisation sur le leadership en prévention, savoir comment on intègre cette prévention à l'intérieur des équipes, quels sont les outils qu'on peut mettre en place, en tout cas, pour sensibiliser nos agents et faire que la culture sécurité se mette en place. Et puis, nous retrouvons nos 10 règles de sécurité, donc nos principes généraux de prévention, qui vont être animés tout au long de l'année, où là, à raison d'environ une thématique par mois, on viendra vous apporter des éléments, de l'information, des supports de sensibilisation pour animer ces différentes thématiques. Vous retrouvez également dans vos services, normalement, vous avez pu voir arriver les registres santé-sécurité au travail. Donc, ce sont des livrets où les agents peuvent signaler tout défaut, toute défaillance au niveau des conditions de travail et nous les faire remonter. Donc ça, c'est une des premières missions qu'on a confiées à nos assistants de prévention, c'était la distribution de ces registres santé-sécurité sur chaque site. Et puis ensuite, d'un point de vue organisationnel, toute cette démarche qui se met en place, ça va vraiment être un travail qui va se faire en mode projet, donc à l'échelle des collectivités. Ce sera l'opportunité de décloisonner les services, de pouvoir travailler tous ensemble. On va pouvoir vous accompagner notamment sur des thématiques telles que l'accueil sécurité, pouvoir renforcer l'offre de formation, vous donner de la documentation, des informations importantes en tout cas sur les différentes thématiques en prévention, et puis la gestion de différents événements. Et je vous rappelle encore, vous avez cette instance formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail qui existe. Elle est divisée en deux sous-instances du comité et de service. Celle de service est plus dédiée à des postes qui ont des risques particuliers. Mais voilà, elles existent toutes les deux. Et de la même manière que ça fonctionne pour le CST, finalement, vous saisissez le CST pour toute réorganisation de service. La F3SCT peut également être saisie pour tout aménagement de locaux, tout ce qu'on peut mettre en place, modification de poste, achat de nouveaux matériels où on nécessite une modification d'évaluation des risques. Ces projets-là sont à présenter en F3SCT. Et puis la dernière catégorie, c'est les moyens techniques. Donc là, en tant que bon manager, on se doit de mettre à disposition du matériel adapté à la tâche qui est effectuée, en bon état, de veiller au contrôle de ce matériel et puis, en fonction des risques qui sont évalués, de mettre à disposition les équipements de protection individuelle ou EPC, équipements de protection collective, pour mener à bien toutes nos missions et en sécurité. Et puis, bien sûr, vous retrouvez le registre santé-sécurité sur chaque site. Donc, pareil, je vais vous laisser la parole dans le chat pour poser toutes les questions. On a plusieurs questions. Ouais. La première concerne le module précédent, donc on va passer
la parole à Jonathan. La question, c'est quelle est la définition légale du risque et de l'exposition au risque? Une différence est-elle faite entre métier technique et administratif? Alors, c'est une très très bonne question hein, qui va permettre justement de faire progresser l'ensemble des auditeurs du webinaire. La définition légale du risque. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un risque? On peut se poser la question très légitimement. On a les notions de danger. Donc le risque, c'est l'exposition au danger. Ok, bon, j'ai dit ça, j'ai dit tout. On n'en sait pas forcément plus. Qu'est-ce qu'un danger? Un danger, c'est quelque chose qui peut causer un dommage. Par exemple, je traverse la route. Le danger, c'est la circulation. Le fait d'être exposé lorsque je traverse, je suis exposé à la circulation, j'ai le risque de me faire percuter. Donc c'est ça. Le danger, c'est une source potentielle de dommages sur l'être humain. Le risque, c'est l'exposition à cette source de danger. Donc derrière, la différence entre métier technique et administratif, c'est très pertinent également. Parce que oui, il y a vraiment une différence. Hein. On fait souvent le focus sur les métiers techniques et on le verra tout à l'heure dans le volet formation, habilitation, parce que bien évidemment, dans le volet technique, on est exposé à des risques et des travaux un peu plus dangereux qu'au niveau administratif. Néanmoins, l'exposition au risque et la fréquence d'exposition sur les deux métiers, je dirais qu'elle est égale. Il y a un niveau de gravité qui est un peu au-dessus sur l'aspect technique. Néanmoins, j'ai déjà vu du personnel administratif ne plus avoir conscience du risque auquel il est exposé tous les jours. Je prends un exemple, je descends l'escalier, je suis administratif, je descends l'escalier, j'ai les mains prises, je le fais assez souvent, je le reproduis plusieurs fois par jour. Il y a une fréquence qui est assez élevée. En termes de gravité, j'ai pas eu beaucoup d'accidents sur le fait que des personnes descendent l'escalier. Donc en termes de gravité, je l'évalue dans mon document unique comme un événement potentiellement pas très grave. Sauf que si on regarde un peu le retour d'expérience de manière nationale, on voit que quand on a les mains chargées, encombrées, on peut faire une chute lourde et derrière, ça peut avoir des conséquences très graves. Ce qui veut dire que pour pallier à cette fréquence et cette exposition du risque, on peut adopter des bons réflexes, comme par exemple tenir la rampe. Parce que derrière, on a un réflexe reptilien qui fait que quand on perd l'équilibre, on se raccroche à ce qu'on a dans les mains. Quand on tient la rampe ou qu'on a la main au-dessus de la rampe, je perds l'équilibre, j'ai un peu plus de chance du coup d'éviter de chuter lourdement et d'éviter d'augmenter le niveau de gravité. Sur l'aspect technique, on a des travaux dangereux qui sont régis dans le Code du travail. Et on a également, on doit être en mesure de répondre à des formations, des habilitations et avant toute chose, à l'évaluation du risque à ces travaux dangereux. C'est déjà d'en avoir conscience. Avoir conscience que potentiellement, dans notre culture, ce qu'on a fait pendant quelques années, c'était dangereux, on n'avait pas forcément les formations et que peut-être maintenant, il faut se poser la question de quelle formation je mets en œuvre, comment je les mets en œuvre et comment je vérifie également sur le terrain qu'elles sont bien mises en œuvre. Donc, la différence, je dirais, sur les métiers techniques et administratifs, c'est sur l'aspect technique, il y a potentiellement une exposition au risque dangereux un peu plus élargie, tandis que sur le métier administratif, c'est sous-jacent. Hein. On n'a pas l'impression d'être exposé à des risques, sauf que le fait d'être derrière un bureau toute la journée, de se déplacer dans des locaux et on est exposé à des risques liés à l'ambiance de travail lumineuse, sonore, olfactive. On a également la posture, l'ergonomie qui peut rentrer en compte et également les risques liés au déplacement. J'espère que j'ai répondu de manière plutôt assez synthétique et concrète sur le sujet, mais s'il y a vraiment encore une autre question, je suis prêt à préciser. Alors, une autre question, c'est comment faire remonter qui est secouriste du travail et qui a été formé aussi au premier secours en santé mentale. Comment on sait qui est formé sur ces deux? Alors, sur la thématique de la santé mentale, la formation n'est pas ouverte à tout le monde. En tout cas, le service prévention santé a été formé. Donc, nous, on est tous les 4 formés au secours en santé mentale. Mais voilà, c'est assez particulier, c'est des troubles psychiques, des troubles mentaux, c'est assez lourd à prendre en charge. Donc, on a préféré se contenter de former le service et puis que les différents managers ou même agents puissent nous signaler les situations pour qu'on puisse les prendre en charge. Après, sur la partie secourisme
Ah, PSC1. non. Secouriste. Sauveteurs secouristes du travail, pardon, la collectivité forme plus sur les premiers secours d'un point de vue civique. C'est pas forcément SST qui est proposé, mais en tout cas, il y a une réflexion qui est en train de se mener pour voir si sur certains sites où il y a plus de risques ou des risques particuliers, on ne spécialiserait pas sur du SST. En tout cas, le nombre de personnes qui est formé au PSC1 est recensé par le service formation. Donc ensuite, on pourra dans chaque service préciser les agents qui sont formés à ces premiers secours. Une autre question, ce serait que les référents du réseau pour le pôle animation et attractivité seraient exclusivement des agents de médiathèque. Donc la question serait de savoir s'il est possible d'élargir un peu plus avec des agents techniques. Oui, bien sûr. Les 2 agents de médiathèque se sont manifestés lorsqu'on a fait appel à candidature pour ces assistants de prévention. Mais bien évidemment, vous, en tant que manager, si vous avez des ressources vives dans vos équipes qui ont la fibre sécurité, bien entendu, il faut nous les préciser pour qu'on puisse les rencontrer et puis étoffer notre réseau d'assistants de prévention. Est-ce qu'il serait possible d'être informé du lieu de stockage de ces registres? Je suppose que c'est les registres santé-sécurité, car on ne sait pas où ils se trouvent à la CAB. D'accord. Alors ça, on va vérifier ensemble, mais les assistants de prévention étaient chargés de remettre les registres santé-sécurité dans chaque service. Donc normalement, on devait prendre la tâche des responsables et puis les déposer en faisant la sensibilisation qui va bien, parce qu'il y a une notice qui accompagne ce registre pour indiquer comment on le remplit, à qui on remet les feuillets et comment on fait remonter l'information. Oui, il y a une question sur la DAC qui est un pôle éclaté de 150 agents de multiples lieux. Donc, comment organiser aussi la couverture de ce pôle? Par les assistants de prévention. Oui, j'imagine. Ouais. Si on parle des assistants de prévention, ça aussi, c'est une réflexion qu'on essaye de mener. Là, la première étape, quand on a fait appel à candidature pour ces assistants-là, on voulait en avoir un peu dans chaque pôle. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire. Maintenant, effectivement, s'il y a des pôles sur des sites éclatés et qu'il faut couvrir un maximum, c'est une réflexion à mener de savoir quel agent pourrait ou peut est motivé et se sent capable de porter ce rôle-là. Et puis, nous, on est prêt à animer un réseau de plusieurs personnes. C'est pas bloquant pour nous. Au contraire, ça permettra d'avoir un réseau plus diffus et puis de pouvoir passer plus d'informations. Oui, tout à fait. Alors, pour l'instant, ce réseau, j'interviens un petit peu, ce réseau a un temps de travail de 2 heures par semaine et on souhaite le faire évoluer sur une demi-journée toutes les 2 semaines pour que ce soit plus facile à eux d'intervenir. Une question à laquelle on a déjà répondu, mais qui est reposée, donc manifestement c'est redondant, mais comment les agents ont été informés de la mise à disposition de ces registres sécurité? Est-ce qu'à côté de ce registre, il y a des exemples de ce qui peut y figurer ou pas? Donc, clairement, il y a de l'information à repasser. Donc ça, on refera une information concernant les registres santé-sécurité. Là, nous, on a fait distribuer les assistants de prévention auprès des managers. Après, on pensait que les managers feraient le relais sur les équipes, mais si l'information visiblement n'est pas bien passée, on va y remédier. En tout cas, sur les registres de santé et sécurité, c'est vraiment un agent qui, dans son quotidien, rencontre des difficultés d'un point de vue sécurité, d'un point de vue conditions de travail. Tout type de signalement peut être inscrit dans ce registre. Alors, faut pas dévier non plus, c'est pas, on renseigne pas s'il manque un rouleau de papier toilette ou quoi que ce soit, mais voilà, un nez de marche qui est abîmé depuis quelque temps, ça représente vraiment un problème pour la sécurité, ça peut être signalé, remonté, et puis par ce biais-là, on pourra remédier plus rapidement à réparer ce nez de marche. Pour compléter aussi un peu mon propos, on n'est pas obligé de remonter uniquement des situations dangereuses ou des comportements dangereux. On peut également remonter des suggestions d'amélioration ou potentiellement des suggestions d'amélioration qui pourraient servir à d'autres services, qui pourraient être standardisés derrière.
idéalement, ce registre devrait être plus déposé sur des accueils, puisqu'il est aussi disponible au public. Le public peut avoir accès à ce registre aussi pour remplir des informations. Je remarque concernant ces registres, normalement les assistantes de direction, il est indiqué qu'ils auraient dû être destinataires de ces registres, mais on a 2 services au moins qui indiquent ne pas l'avoir reçu à la DESAP, et puis à l'urbanisme développement. Les deux indiquent ne pas avoir reçu ces registres. Bon, c'est le même sujet. Hein. De toute façon, on va recueillir toutes les questions que vous posez dans le chat ou dans l'encart question. On va les recueillir et puis on vous répondra plus en détail. Et puis s'il manque un registre ou quoi que ce soit, on vous le fera parvenir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis on va remédier à cette descente d'informations qui n'a pas été jusqu'au bout finalement. Il y en a certains qui sont peut-être encore en cours de distribution, qui ne sont peut-être pas tous distribués. Il est indiqué également que la formation secours en santé mentale est proposée dans le catalogue des formations 2025. Oui, alors, elle est proposée, mais alors je sais qu'il y a le CCA sur des postes bien définis. C'est pas au sens secours en santé mentale pour la prise en charge des agents de la collectivité. Il y a des postes dans la collectivité qui ont besoin de cette formation. Par exemple, je pense au CCAS où il y a les agents sociaux qui reçoivent du public en difficulté d'un point de vue mental, psychique. Elles ont besoin de cette formation dans leurs compétences pour pouvoir accueillir ces personnes en difficulté. C'est plus dans ce sens-là que la formation est proposée. Alors, je termine avec les registres. Là, il y a 3-4 remarques et puis je pense qu'il faudra clore sur ce sujet-là parce que je pense qu'on a là globalement les réponses. Mais effectivement, la direction économie, ils indiquent qu'ils ne veulent pas l'avoir et un autre service, c'est les équipements sportifs aussi. D'accord. Voilà. Par contre, peut-être une précision, est-il prévu de mettre un registre dans des sites extérieurs ou doit-on le remplir au siège de la CAP? Peut-être clarifier le fait qu'ils sont distribués. Ben ça, je referai le point avec mes conseillers pour que ce soit le plus facile possible. Parce que c'est vrai qu'à la CAB, on ne va pas déployer sur tous les services. Finalement, on peut en mettre un centralisé à l'accueil. Voilà, là, la question, c'était sur les sites extérieurs. A priori, il y a un registre sur chaque site. Et de quelle manière sont traitées les demandes portées sur ces registres? Alors, normalement, le registre prévoit, alors c'est des feuilles carbone, il est prévu l'encart où l'agent remplit, la personne qui signale remplit sa partie. Ensuite, ça va le feuillet est à transmettre au responsable hiérarchique qui apporte une première réponse. Et puis ensuite, ça parvient au service prévention santé pour que ce soit présenté en instance, en F3SCT, c'est l'instance dont je vous parlais tout à l'heure, la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail. Et c'est dans tout ce cheminement, on trouve une réponse à apporter, on détermine l'action à mettre en place. Voilà, on va terminer avec les questions. Parfait. Donc, on passe à la partie suivante, les équipements de protection individuelle et la discipline associée. Je laisse la parole à Laurent. Ok. Eh bien, donc, nous allons aborder le sujet suivant sur les EPI et la discipline à adopter en tant qu'employeur et employé. D'accord? Donc, les obligations légales liées aux EPI. La sécurité et la santé des travailleurs sont des priorités incontournables au milieu professionnel. Les équipements de protection individuelle, les EPI, jouent un rôle fondamental dans la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Donc, voici un résumé des responsabilités légales des employeurs et des employés en matière d'EPI, conformément au Code du travail français. Voilà, donc l'obligation légale de l'employeur, donc premièrement, il doit fournir des EPI adaptés et conformes, c'est-à-dire qu'ils doivent être adaptés à chaque situation de travail et à chaque risque spécifique. Les EPI doivent être conformes aux normes en vigueur, notamment porter la marque CE. Voilà, et être régulièrement contrôlés pour s'assurer du bon état de l'EPI et du vêtement de travail. En cas d'usure et de défaillance, ces équipements doivent être immédiatement changés. Voilà, une chaussure abîmée, un vêtement troué, quelque chose qui n'est plus adapté, on doit le remplacer. L'évaluation des risques. Une évaluation des risques professionnels doit être réalisée
via le document unique afin d'identifier les dangers nécessitant le pays adapté à chaque situation de travail. Les équipements doivent être choisis en fonction des risques identifiés, tels que des casques de chantier, des gants ou des manipulations de produits chimiques. Former et informer les salariés. Voilà, l'employeur doit former et informer ses salariés à l'utilisation et au port des EPI. Il est également nécessaire de former les salariés à l'utilisation des EPI, mise en place, entretien et stockage. Voilà. Ensuite, nous avons une obligation de contrôler et faire respecter l'utilisation des EPI. L'employeur doit vérifier que le salarié porte ses EPI requis dans les situations appropriées. Voilà, on n'envoie pas un agent sur le terrain s'il n'a pas son EPI adapté. Des contrôles réguliers doivent être organisés pour assurer et respecter les consignes. Et les procédures disciplinaires peuvent être rapportées s'il y a un non-respect des employés. Alors, du côté des employés, le salarié, de son côté, a également une responsabilité en matière de sécurité au travail, comme le précise l'article 41.22-1 du Code du travail. Alors, l'employé a l'obligation de porter ses vêtements de travail et ses EPI fournis par l'employeur. Refuser de porter ses EPI peut entraîner des sanctions disciplinaires telles que des avertissements, des mises à pied, ou on peut aller beaucoup plus loin si nécessaire. L'EPI, bien sûr, constitue un dernier rempart contre les risques professionnels d'accidents de travail, lorsque aucune autre solution technique ne permet de maîtriser un danger. Le salarié doit entretenir bien sûr aussi ses EPI. Les salariés doivent veiller à l'utiliser de manière correcte, leurs EPI, et de les laver normalement. Ils ont obligation aussi de signaler tout problème technique apporté, sur le pays. Un trou, comme j'ai dit tout à l'heure, un vêtement abîmé, obligation de le signaler. Participer aux formations, le salarié doit obligatoirement participer aux formations, bien sûr, qui lui sont proposées, formation à l'utilisation et à l'entretien des vêtements de travail et des EPI. Et ensuite, le respect des consignes de sécurité. Les consignes de sécurité établies dans l'entreprise, y compris l'utilisation des EPI dans les zones à risque, où les tâches spécifiques doivent être scrupuleusement respectées. Voilà. Pour conclure, le rôle crucial des EPI, les EPI jouent un rôle indispensable dans la protection des agents et s'inscrivent dans un cadre des 9 principes de prévention, comme on a vu tout à l'heure. Ils constituent un dernier rempart contre les accidents, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les risques professionnels lorsque aucune autre mesure préventive ne peut être mise en place. Donc, pour finir, adopter une démarche rigoureuse dans la gestion des EPI permet de garantir une meilleure sécurité pour les salariés et de limiter les risques professionnels tout en répondant aux obligations légales. Voilà, c'est terminé pour cette partie. Est-ce que vous avez quelques questions sur les vêtements de travail et les EPI? Alors, il y a une question, en cas de non-port d'EPI lors d'un accident de travail, comment cela se passe pour l'employé? Alors, sur cette partie-là, c'est toujours difficile parce qu'on a tendance à penser que c'est l'agent qui n'a pas porté ses EPI, donc c'est de sa faute. Mais en fait, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça parce que la réglementation nous dit qu'on a cette obligation de moyens, donc de mettre à disposition, mais on a aussi l'obligation de résultat. Donc, si l'agent n'a pas porté ses EPI, on ira voir pourquoi il n'a pas porté ses EPI. Est-ce qu'il y a un problème de santé qui fait que, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font qu'il n'a pas porté ses EPI? Et c'est dans cet exemple précis qu'on demande aux managers de jouer leur rôle en termes d'EPI parce qu'un agent qui ne porte pas de ses EPI, alors on va comprendre pourquoi il ne les porte pas, on va essayer d'y remédier. Mais si l'agent persiste dans sa position et ne porte toujours pas les EPI, il faut tracer, il faut nous informer que voilà, il y a une première difficulté. Mon agent il ne porte pas ses EPI, je suis en difficulté, il faut peut-être lui faire un rappel à l'ordre. Et puis, si ça persiste, en fait, on peut aller jusqu'à la sanction parce que nous aussi, on a l'obligation de résultat et on a cette obligation de faire en sorte que l'agent aille jusqu'à porter ses EPI et de prouver que c'est l'agent qui est en défaut s'il a eu un accident et qu'il ne portait pas ses EPI.
pour compléter un peu ce que disait Kaina, avec le schéma précédent qu'on a vu, c'est aussi de donner du sens à l'agent. Hein. Le pays, c'est réellement la dernière barrière avant l'accident. C'est le dernier moyen de prévention qu'on a pu mettre en œuvre, qu'on peut déployer avant l'accident. Ça veut dire que potentiellement, je suis exposé à un danger, je suis en situation à risque. Je porte un EPI parce que dans mon évaluation du risque, je n'ai pas pu travailler sur l'élimination du risque à la source ou la substitution ou d'autres mesures organisationnelles ou techniques. Donc, c'est aussi de donner du sens à l'agent, lui faire comprendre avec des exemples pourquoi il porte ces EPI. C'est juste pour compléter, faire le lien avec la hiérarchie des mesures. Et de toute façon, l'agent a aussi cette obligation de port des EPI de toute façon. Il n'y a pas d'autres questions. OK. Donc, on passe à la partie des formations et habilitations. Et là, c'est Jonathan qui reprend la parole. Eh ben, on y va. Alors, nous l'avons vu précédemment dans le chapitre rôle et obligations, moyens des collectivités, EPI et discipline. L'information, la formation, c'est des leviers incontournables dans la prévention des risques. C'est vrai qu'un agent préparé, entraîné, informé, il adoptera plus facilement les bons réflexes de prévention sur le terrain. Donc, pour induire les bons réflexes, on doit se poser la question suivante, hein, quelles sont nos obligations en matière de formation et d'habilitation? Donc, toujours pareil, hein, on a une réglementation qui est en lien avec le Code du travail, 4e partie, L4121-1 à 3. Hein, on a une obligation générale de sécurité de l'employeur. Et du coup, on a une obligation de former nos salariés lors de l'embauche, en cas de changement de poste ou de technique. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail sur nos obligations en matière de formation au poste de travail, on va avoir deux grands volets. On va avoir la formation générale, dite générale à la sécurité. Hein, c'est quand on rentre dans la collectivité, on parle de risques généraux, de risques associés au poste, de prévention et de capacité à réagir et à secourir hein, sur le volet SST EPI. Et là, on va être sur la partie vraiment générale de formation à la prévention. Ensuite, on va avoir une partie qui est un peu plus spécifique et qui est liée à l'exposition à des travaux plutôt dangereux, notifiés comme dangereux. Et là, on va rentrer dans des volets un peu plus spécifiques, la conduite, hein, notamment avec les permis, les CACES, les autorisations, les habilitations. On va avoir toute la partie également risques et travaux en exposition sur les travaux dangereux, l'habilitation électrique. Quand on travaille en voisinage, même voisinage indirect d'armoires électriques, on doit être habilité. Plus on va dans les travaux complexes et plus on rentre à proximité d'une armoire électrique, plus le niveau d'habilitation augmente. On va avoir également des formations liées au travail en hauteur. Hein. Tout ce qui est travail en hauteur, c'est également réglementé. Et on va rentrer un peu plus dans le spécifique sur les espaces confinés, tout ce qui est AIPR, donc réseau enterré, réseau aérien. Alors, de manière plutôt synthétique, hein, ça reprend un peu les explications tout à l'heure des risques, de l'exposition aux risques sur le volet administratif et technique. Hein. On voit que dans le cadre de notre évaluation du risque, aujourd'hui, on doit être en mesure d'identifier, d'analyser les activités et d'identifier par rapport à cette analyse, cette évaluation du risque, les formations associées obligatoires. Et je dois, du coup, dans le cadre de mon rôle en tant que, donc c'est la slide suivante, dans le cadre de mon rôle en tant que manager, je dois être en capacité de former mes agents en conséquence, suivant l'évaluation du risque et les risques spécifiques qu'ils prennent. Pour y parvenir, on a le concours du service formation, hein, qui aide bien la collectivité pour la planification, notamment avec le plan de formation. Et derrière, le rôle du manager, c'est d'aller vérifier sur le terrain que les formations sont appliquées et de contrôler également que, au niveau des interventions, on respecte bien évidemment les consignes. Mais le rôle prépondérant, et je le rappelle, c'est vraiment l'évaluation, l'analyse des risques auxquels sont exposés mes agents. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie formation-habilitation? C'est vrai que c'est assez condensé, donc. Alors, il y a peut-être des questions qui vont être posées.
Oui. De quelle manière sont gérées les autorisations de conduite? Les autorisations de conduite. J'imagine que c'est techniquement, Alors ça, c'est pas nous directement, c'est un c'est des Catherine collectivités. Gérard qui les gère et qui aurait pu nous répondre directement, mais c'est au sein du service formation qu'elles sont faites, ces autorisations de conduite, en fonction des... D'accord. Elle répond en Merci direct. Catherine. Allons-y. Au moment d'un recrutement, peut-on faire appel à vos services pour nous accompagner dans l'évaluation du risque sur un poste, l'information et la formation de l'agent recruté? Oui, bien sûr, on peut, sur toute demande de recrutement, vous aider, ne serait-ce que déjà sur le poste lui-même, faire l'évaluation des risques professionnels et puis vous dire, oui, effectivement, par rapport au profil que vous attendez, les formations obligatoires qui sont à envisager, que ce soit des formations que le candidat ait déjà pour intégrer la collectivité ou que ce soit le plan de formation qui sera indispensable quand la personne sera recrutée chez nous. Donc, sur la manière de gérer les autorisations de conduite, donc la réponse de Catherine Gérard, c'est: j'effectue chaque année un recensement des besoins en formation, autorisation de conduite, habilitation CATEC et autres auprès des services. Voilà, on n'a plus de questions. C'est bon? Alors du coup, on va passer à la gestion des entreprises extérieures et c'est Jonathan qui va vous présenter cette partie-là. Alors, ça va être toujours le même principe, hein. On va ouvrir ce chapitre avec nos obligations réglementaires, hein. Toujours, on a toujours cette base réglementaire qui vient régir la prévention en matière de gestion des entreprises extérieures. Alors déjà, avant d'aborder ce volet de réglementaire, il faut dissocier quand même deux définitions. Parce que sinon, je pense que je vais vous perdre par rapport à la gestion des entreprises extérieures. On a quand même une première définition qui parle de l'entreprise utilisatrice, hein, dans la réglementation. Donc, l'entreprise utilisatrice, qui c'est? C'est le donneur d'ordre. Donc, potentiellement, là où les collectivités, hein, aujourd'hui. Donc, l'entreprise utilisatrice, c'est le donneur d'ordre, c'est la collectivité, c'est nous. Et derrière, on va avoir également la définition d'entreprise extérieure, hein, qu'on retrouve dans le titre. L'entreprise extérieure, c'est l'entreprise qui est missionnée par l'entreprise utilisatrice, par le biais d'un contrat, d'une sous-traitance, d'un appel d'offres, etc., etc. Alors, quand on a dit ça, on s'intéresse un peu plus dans le détail à la réglementation en vigueur. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que le chef de l'entreprise utilisatrice, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement. Alors, j'ai dit ça, j'ai tout dit, et je pense que j'ai perdu tout le monde, on va rentrer un peu plus dans le détail après. Et derrière, on voit que l'article 4511-1 et suivant ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des activités et des opérations ponctuelles ou régulières, hein. Là, donc, on démystifie les croyances de, voilà, le plan de prévention, le document de prévention, la coordination générale des mesures de prévention pour les entreprises extérieures, c'est au-delà de tenders ou au niveau des travaux dangereux. Et ben non, on voit que c'est ponctuel ou régulière, programmé ou non, et de nature très diverse. La maintenance, le nettoyage, etc. Donc, pour répondre à nos obligations, derrière, on a trois grands documents, hein, qui accouchent, hein, de cette réglementation. Le premier document, et qui est plutôt assez général et qu'on retrouve dans pas mal d'activités, qui couvre la plupart des activités, c'est le plan de prévention. Donc, le plan de prévention, lui, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient évaluer les risques, les risques d'interférence entre les activités. Donc, il vient potentiellement, je suis une entreprise externe, je viens sur le site de l'entreprise utilisatrice, potentiellement avec les activités, les tâches que je vais délivrer lors de cette prestation, je vais générer de nouveaux risques. De nouveaux risques qui sont ni inscrits dans le document unique de l'entreprise utilisatrice, ni inscrits dans le document unique de l'entreprise extérieure. Ce qui fait que je vais générer une coactivité.
coactivité, c'est le croisement des activités de l'entreprise utilisatrice et des activités de l'entreprise extérieure. Une fois que j'établis ce plan de prévention, on a des étapes clés qu'on verra tout à l'heure plus dans le détail pour mettre en place vraiment des moyens de maîtrise efficaces, contrôlés et surveillés pour éviter d'élargir les risques et que derrière cette coactivité ne puisse générer des accidents sur nos agents ou des accidents d'ordre plutôt technique industriel. Le deuxième grand document, le protocole de sécurité. Donc, le protocole de sécurité concerne exclusivement les opérations de chargement et de déchargement. Et le permis de feu, en troisième document, il vient se greffer en annexe du plan de prévention. Donc, lui, c'est dès qu'il y a du travail par point chaud, hein, j'utilise une meule, un oxycooper, un poste à souder, etc. Et ben là, je fais également une évaluation du risque. Hein. J'ai une entreprise extérieure qui vient souder chez moi. C'est pas forcément intégré dans mon plan de prévention, dans mon évaluation du risque, du coup, j'évalue le risque, je vérifie qu'il n'y a pas de source de propagation et je mets des moyens de maîtrise adaptés. Donc, pour répondre au mieux à nos obligations, on doit un maximum anticiper les interventions en formalisant via les documents précités, je peux revenir en arrière, et en contrôlant la mise en œuvre des mesures établies sur le terrain. Un petit schéma très rapide pour comprendre un peu la mise en œuvre de la gestion des entreprises extérieures par le plan de prévention de manière générale et par le protocole sécurité pour les opérations de chargement et déchargement. De manière générale, voilà, je suis entreprise utilisatrice, il y a une entreprise extérieure, nous avons chacun nos risques propres à nos activités, nous avons chacun notre document unique. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, on se réunit, il y a une coactivité entre nos activités, on va générer de nouveaux risques. Et là, on doit les évaluer par le plan de prévention. On doit les évaluer par le document et on doit contrôler, mettre en œuvre des moyens de maîtrise et vérifier surtout que ces moyens de maîtrise soient appliqués. Pour rentrer un peu plus dans le détail, on a déjà un document qui est en préparation mais qui n'est pas encore validé. Hein, c'est vraiment un stade projet. Hein, c'est le plan de prévention qui va couvrir une grosse partie des activités des entreprises externes. Donc, comment on l'établit aujourd'hui? Il y a 9 étapes clés. Hein. On doit identifier les entreprises concernées, c'est d'avoir déjà un listing potentiel des entreprises qui interviennent chez nous, d'analyser les risques de coactivité liés à l'intervention, aux interférences, et surtout, une étape clé, c'est l'inspection préalable avec les équipes qui interviennent, de matérialiser le chantier, les voies d'accès, l'accès aux locaux, les points de rassemblement, etc. Ensuite, on élabore les mesures de prévention, on rédige le plan de prévention, on le valide ensemble, on le diffuse et on met en œuvre des mesures humaines, organisationnelles et techniques de prévention pour justement la maîtrise de cette coactivité, d'interférence entre les activités. Derrière, un suivi, un contrôle sur le terrain est nécessaire. C'est-à-dire que potentiellement, quand j'ai rédigé le plan de prévention, les bonnes pratiques associées à cette rédaction, déjà, c'est de rédiger avec l'équipe qui intervient, pas forcément avec le patron à distance ou autre. C'est d'avoir les équipes en présentiel et d'aller faire l'inspection préalable sur site et sur les travaux. Derrière, c'est aussi d'aller, pendant le chantier, hein, c'est des travaux qui durent plus ou moins longtemps, c'est d'aller faire un suivi, un contrôle des moyens de maîtrise déployés, mis en œuvre. Et également, en 9e étape, c'est vraiment de capitaliser sur le retour d'expérience de ces plans de prévention, parce que souvent, on ne le voit pas forcément, mais on a quand même des leviers de progrès qui peuvent vraiment bénéficier à d'autres. Hein. On en parlait tout à l'heure dans le registre sécurité, mais des fois, on voit des bonnes pratiques des entreprises extérieures, on voit des bonnes pratiques de certains services qui peuvent, derrière, par effet ricochet domino, servir et rayonner de manière plus large au niveau des collectivités. Pour en finir avec le plan de prévention, il est obligatoire de le formaliser, de quelle manière qu'on soit, au-delà de 400 heures et lorsqu'on est dans les catégories des travaux dangereux. Voilà. En dessous, il peut être fait d'autres manières, hein, plutôt à l'oral, de manière informelle, etc. Au-delà de 400 heures et la délivrance de travaux dangereux, on doit être en capacité de le formaliser. Deuxième document un peu moins courant, lié et focus plutôt au chargement et déchargement, c'est le protocole sécurité. Hein. Pareil, on a un document en mode projet, hein, qui est en cours de préparation et de validation.
Donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plus un focus sur les opérations de chargement et de déchargement. Derrière, hein, c'est la même philosophie que le plan de prévention, hein, c'est de vérifier que le transporteur, dans le cadre de l'interférence de ses activités avec mon activité, il met bien en œuvre des mesures de prévention, il ne vient pas générer de nouveaux risques et potentiellement un effet domino pourrait être catastrophique derrière. Et ben, le rôle du manager dans tout ça, il est plutôt assez simple, hein, c'est l'identification, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est d'avoir déjà un premier listing potentiel des entreprises externes qui interviennent, d'évaluer les risques liés à ces interférences et de mettre en œuvre des actions de maîtrise et potentiellement les documents qu'on va pouvoir après sortir après finalisation et validation. Bien évidemment, vous aurez le concours et l'accompagnement du service prévention. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une réflexion plan de prévention dans les premières rédactions ou d'avoir une vision 360, l'interférence des activités avec l'entreprise externe. J'en ai fini pour cette partie de gestion des entreprises extérieures. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y avait juste une précision sur le module précédent qui gère les autorisations de conduite relatives à l'usage des véhicules. C'est toujours Catherine. Et ensuite, la question, c'est comment concrètement gérer le plan de prévention d'une intervention extérieure pilotée par une autre direction, service technique par exemple, dans un établissement géré par une direction opérationnelle. Bah là, le mieux, c'est de se coordonner au maximum en amont, hein. Plus on va être en amont des projets et en amont de la prévention, moins on va subir en aval potentiellement des risques résiduels ou des risques d'interférence. Donc le mieux hein, en tout cas, je dirais, c'est vraiment de travailler en amont. Après, c'est aussi d'interroger, hein, est-ce que vous avez fait un plan de prévention, quelles sont les mesures, et aussi d'intervenir en tant que manager. À un moment, on peut également intervenir pour questionner l'entreprise qui intervient sur la manière d'intervenir ou s'il y a des choses qui nous choquent aussi, pas hésiter à ouvrir le dialogue, hein, de manière courtoise, bien sûr. Oui, mais si ce n'est pas nous qui pilotons l'intervention en amont, nous n'avons pas le contact. En fait, la question de qui va être l'initiateur de la mise en place de ce plan de prévention, alors qu'on va avoir des agents des services techniques, des agents de prestataires extérieurs et des agents de la direction où vont s'effectuer les travaux. Donc, qui va être l'initiateur? Est-ce que c'est possible de nous donner un exemple? Parce que je pense que Stéphanie, elle doit en avoir un bien en tête. Exemple, oui. Par exemple, si j'ai une intervention pilotée par les services techniques à l'hélispèce. Ouais. Au moment de lancer, non, c'est autre chose. À l'hélispèce, oui. Donc, qui pilote, en fait, voilà. Et, parce que c'est quand même les services techniques qui savent ce qu'ils vont faire, ce qui va être fait techniquement, mais il y a des agents d'une autre direction à l'hélispèce. Oui. Voilà, donc qui pilote, c'est un peu la Quelle est l'entreprise extérieure? En fait, il n'y a pas d'entreprise extérieure, c'est des agents chez nous qui interviennent à l'hélispèce. J'imagine que dans certains cas, il y a des prestataires extérieurs qui accompagnent également. Donc, il faut, voilà, dans ce cas-là, qui pilote? C'est peut-être une réponse. En fait, c'est à la programmation des travaux. C'est celui qui délègue les tâches qui doit être en mesure de piloter, avec bien sûr, évidemment, les directions annexes ou transverses qui interviennent sur le chantier. Après, oui, s'il n'y a pas d'entreprise utilisatrice, c'est interne, c'est notre document unique qui va couvrir l'évaluation du risque. Maintenant, il y a nos activités, d'autres activités d'une autre direction, plusieurs directions, plusieurs entreprises sous-traitantes de plusieurs. Et ben là, il faut faire une coordination générale des mesures de prévention. Donc, on est dans le débat là. Donc, ils nous demandent notre document unique et le leur et on coordonne. Le point qui est. Alors, on n'est pas forcément dans l'obligation de fournir notre document unique ou demander le leur, mais c'est plutôt de se réunir et d'extrapoler sur l'organisation des activités de l'entreprise externe. Du coup, je vais venir souder, ok, c'est quoi les risques, hein? Déjà, tu vas accéder sur le site.
Donc, potentiellement, il y a de la circulation. Comment j'accède sur le site? C'est déjà de poser un cadre de consignes. Il faut laisser votre carte d'identité ici, il faut vous présenter là, etc. Numéro d'urgence, circulation, risques généraux. Données un peu plus spécifiques. Je vais couper, je vais meuler, je vais souder. Je suis sur du permis de feu, donc je vais être intégré au plan de prévention. Derrière, vous avez une zone dédiée, il y a une inspection préalable. OK, à quel endroit vous allez potentiellement souder, couper, meuler? C'est à cet endroit-là. OK, quels sont les risques de rayonnement et les risques d'effet domino du travail par point chaud? Il faut qu'on maîtrise ces risques et il faut derrière, on puisse être en mesure de cadrer cette intervention. Voilà, oui, en fait, l'initiation va venir surtout sur ces travaux-là, des services techniques. Hein, et d'ailleurs, on a une remarque là au patrimoine bâti, dès qu'il y a intervention de plusieurs entreprises externes, il y a un coordonnateur FPS qui établit un plan de prévention. Mais ça, c'est sur les chantiers clous. Sur les chantiers clos, c'est plutôt le coordinateur et il ne rentre pas dans le cadre du plan de prévention. Autre chose. Ça va être plutôt ouais. Mais on est plutôt sur les services techniques qui vont intervenir sur cette partie-là, voilà, et couvrir la sécurité pour les directions, évidemment. Voilà. Une autre question. Au moment de lancer une procédure de marché public, devons-nous, dans ce cas, demander aux candidats de fournir leur plan de prévention? Ça peut se faire de cette manière-là aussi. C'est une possibilité, au moins ça décharge la collectivité d'avoir ce document à remplir. Ouais. Et de toute manière, même si on demande dans le cadre du marché public, la société qui sera retenue fera une réunion préalable pour qu'on puisse chacun présenter nos risques et puis les risques d'interférence dans nos activités. Plus on coordonnera en amont, moins on va subir en aval. C'est bon? Eh ben merci. Il est temps pour moi du coup de passer la main à Coralie pour la qualité de vie et des conditions de travail et risques psychosociaux. Donc, une démarche d'évaluation et d'amélioration continue de la qualité de vie et des conditions de travail, elle s'engage en ce moment dans nos collectivités. Donc, qu'est-ce qu'on entend par qualité de vie et conditions de travail? On dit QVCT. Donc, c'est une démarche qui regroupe toutes les actions permettant de combiner qualité des conditions de vie et de travail des agents, mais également la qualité du service public. Elle s'appuie fortement sur l'expression et la participation des agents. C'est un processus social qui est concerté, centré sur l'amélioration des conditions du travail à des fins de développement des personnes et des services. Donc, une boussole de la QVCT va se mettre en place très prochainement. Donc, nous allons attendre de vous, en tant que manager, que vous vous positionnez en tant que porteur de projet. Cet outil, il va nous permettre et vous permettre d'interroger vos représentations, de croiser les regards, d'échanger, de mettre en débat le travail et pour nous de recueillir vos idées et vos projets. Donc, nous allons vraiment compter sur votre mobilisation pour rendre vivant et animer cette thématique. Quand on parle de la qualité de vie et des conditions de travail, nous, en tout cas, nos actions, elles seront axées autour des 6 champs que vous pouvez voir sur votre écran et qui composent la QVCT. Donc, nous avons organisation, contenu et réalisation du travail avec, par exemple, l'autonomie et la clarté des consignes. Nous avons le projet d'entreprise et le management avec la clarté des rôles ou encore des temps d'échange sur le travail. Nous avons le champ de l'égalité au travail, donc qui traite la conciliation vie privée, vie professionnelle, mais également le champ du handicap. J'en profite pour vous rappeler qu'un questionnaire portant sur l'égalité professionnelle a été diffusé, vous a été transmis depuis le 21 janvier et est disponible et vous pouvez le compléter jusqu'au 6 février. Et donc, nous vous demandons vraiment de vous le compléter et d'encourager vos équipes à le faire également. Nous avons le champ du dialogue professionnel et dialogue social qui regroupe les relations au travail ou encore le rôle des instances. Nous avons la partie compétences et parcours professionnels qui aborde tout ce qui est entretien individuel ou le plan de formation que nous avons abordé précédemment. Et pour terminer, le champ de la santé au travail et de la prévention, donc là qui va notamment concerner tout ce qui est DUERP et ou encore les aménagements de poste. Forcément, quand on va aborder ces multiples dimensions, nous serons amenés à
traiter le sujet des risques psychosociaux, autrement dit les RPS. Donc, pour rappel, les risques psychosociaux, ce sont des risques pour la santé mentale, physique et sociale qui sont engendrés par les conditions d'emploi, les facteurs organisationnels et relationnels qui sont susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Donc, les risques psychosociaux, ça correspond à des situations de travail où sont présents, qu'ils soient combinés ou non, les différents éléments que vous pouvez consulter en même temps que moi. Donc, on a les violences plutôt externes, donc telles que les insultes, les menaces, incivilités, agressions. Elles sont réalisées par des personnes qui sont extérieures à nos collectivités, comme le public, et sur notre lieu de travail. C'est pour ça qu'on dit des violences externes. Nous avons également les violences internes qui, elles, vont recouvrir l'ensemble des situations de travail qui peuvent aller de relations conflictuelles au sein des équipes à des cas de harcèlement moral ou sexuel avéré, en passant par des insultes caractérisées ou des agressions physiques. Et au milieu, vous retrouvez le stress. Donc le stress, on peut le définir comme étant un déséquilibre entre la perception qu'une personne a d'un côté des contraintes de son environnement de travail, c'est-à-dire ce qu'on lui demande, et de l'autre côté, de ses propres ressources pour y faire face. Ce sont des risques qui peuvent être induits par l'activité elle-même ou générés par l'organisation et les relations de travail. Il faut impérativement qu'on n'oublie pas qu'il y a une obligation générale de sécurité qui incombe à l'employeur. Le Code du travail le mentionne, il lui mentionne qu'il revient à ce dernier d'évaluer les risques, y compris psychosociaux, et de prendre les mesures de prévention nécessaires pour assurer la protection, pour assurer la sécurité, et protéger la santé, qu'elle soit physique ou mentale, de ses agents. Donc, notre document unique a mis en lumière plusieurs situations qui sont potentiellement génératrices de risques psychosociaux. Elle vous indique, vous, en tant que manager, quels sont les facteurs de risque auxquels il vous faut être attentif. On va citer les principaux. Donc, on trouve le manque de reconnaissance au travail, la charge de travail excessive ou inadaptée, ou encore des conflits au travail. Donc, face à ces risques identifiés, vous êtes tenu de mettre en œuvre, vous, en tant que manager, des mesures de prévention appropriées. On va prendre quelques exemples. On a valorisé le travail de ses équipes, veillé à la cohérence entre les objectifs que vous pouvez transmettre et les ressources disponibles. L'écoute est très importante et surtout, vous, il ne faut pas hésiter à solliciter de l'aide. Alors, je vais vous présenter quelques signaux. Donc, c'est une liste qui est bien évidemment non exhaustive et que vous pourrez consulter plus en détail une fois ce webinaire terminé et qui pourra vous permettre de suivre un petit peu et de vous dire là, attention, il y a un point de vigilance à porter. Ces signaux, on les constate en tout cas en observant et en dialoguant avec ces équipes. Donc, sur le plan individuel, on peut retrouver un moral en berne, des troubles du sommeil, de la fatigue, une diminution de la concentration, un nombre accru de retards, des erreurs qui sont de plus en plus marquées et de plus en plus présentes, des absences, un désengagement. Et sur un plan plus collectif, on peut relever des tensions entre collègues, une dégradation de la qualité des productions, une diminution des activités collectives. Donc, on entend par là, par exemple, des moments conviviaux et également une dégradation du matériel. Je vous laisserai consulter les autres ultérieurement. Face à de telles situations, surtout, il ne faut pas hésiter à prendre contact, à me contacter en tout cas, et surtout d'exposer clairement les faits afin qu'on puisse envisager la solution à entreprendre ensemble. Il faudra, vous, de votre côté, quand vous nous sollicitez, ne pas hésiter à demander et à venir avec des éléments factuels et concrets, donc apporter ça peut être des mails, ça peut être des rapports d'incidents, pour qu'on puisse traiter le plus objectivement possible la situation. Notre collectivité, nos collectivités ont un dispositif qui est déjà en place, qui est une plateforme d'accompagnement psychologique qui est mise à la disposition de tous et toutes. Elle offre un espace d'écoute neutre et bienveillant avec des psychologues cliniciens. Donc, dès que le besoin d'être écouté et accompagné pour dépasser des situations personnelles ou professionnelles traumatisantes ou difficiles, il ne faut pas que vous hésitiez à orienter les personnes vers ce service qui est joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc par téléphone,
en leur donnant le numéro suivant, le 0 800 00 67 01, ou en leur demandant de télécharger l'application iConnect You et de saisir le code 22 06 06. La personne qui sera au bout de la ligne, donc le psychologue, va évaluer la situation et jaugera s'il est nécessaire de proposer aux collaborateurs plusieurs, en tout cas 10 séances qui seront prises en charge par notre assureur. Il faut vous rassurer et rassurer vos équipes, la collectivité n'aura en aucun cas l'identité et les raisons qui poussent et qui peuvent vous pousser à les contacter. La seule chose qu'elle aura à sa disposition, c'est le nombre de personnes qui ont sollicité ce service. Donc, un autre outil va être mis à votre disposition dès le printemps prochain. C'est une plateforme de signalement. Elle va vous permettre, et elle nous à tous en tout cas, de signaler une situation qui relève des domaines suivants, donc santé et sécurité au travail, où donc là, vous aurez notamment affaire à Kaina, Laurent ou Jonathan. Les situations difficiles sur le plan professionnel ou personnel, donc là, ça sera plus de mon ressort. La saisine du ou de la référente déontologie, les violences, discrimination, harcèlement moral, agissement sexiste, harcèlement sexuel. Donc, selon la catégorie concernée, un interlocuteur prendra contact avec la personne et un process de traitement et d'analyse se mettra alors en route. Le but étant d'apporter en équipe pluridisciplinaire, si besoin, la solution la plus appropriée. Ce dispositif, il sera abordé très prochainement en DGE. Donc, pour conclure, la prévention des risques professionnels, elle inclut bien la prévention des risques psychosociaux. Donc, vous, en tant qu'encadrant, vous avez vraiment une responsabilité significative dans ce domaine. Vous devez vous impliquer activement dans l'identification des risques, la mise en place des mesures de prévention et l'accompagnement des agents en difficulté. C'est ensemble que nous parviendrons à résoudre les problèmes. Et je finirai par une citation d'Henry Ford. « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, et travailler ensemble est la réussite. » Et je vais répondre à vos questions si vous en avez. Oui, nous avons une question qui est assez classique sur une dégradation de situation qui pourrait être due à la relation entre un agent et son supérieur hiérarchique direct. Donc, est-ce que l'agent peut, sans passer par la hiérarchie, faire un signalement et il suggérait de communiquer largement sur la disponibilité de cette possibilité de signalement. Oui, alors en effet, c'est sûr que si l'agent a un souci avec sa hiérarchie, c'est forcément, entre guillemets, à lui d'alerter. Donc là, notamment, en ce moment, elle n'est pas encore mise en place. Donc là, oui, c'est de passer par nous et de passer notamment par moi et d'alerter. Mais il faut que cet agent puisse arriver avec des éléments concrets, encore une fois, ce besoin de factuel, ce besoin d'objectivité, on en a besoin que ce soit pour un manager ou pour un agent. Et là, donc, nous, on mettra en place toutes les possibilités, tous les dispositifs qui sont à notre disposition. On pourra notamment envisager, si possible, une médiation. C'est un des outils dans l'exemple que vous pouvez évoquer. Une autre question sur un autre thème, c'est l'Office de tourisme peut-il bénéficier du service prévention pour mettre à jour son document unique? Ah. Mais vous répondrez plus tard. Alors, de toute façon, on note les questions, donc oui. On reviendra vers vous. Et puis, il y a une question qui est en cours d'écriture. On peut rappeler en tout cas que c'est tous les éléments qu'on est en train de vous transmettre. On sait que c'est dense et il faut vous dire que vous pourrez les reconsulter calmement et à votre vitesse une fois que le webinaire sera fini. Vous aurez la vidéo disponible. Donc, poursuivre avec la question une difficulté entre un agent et sa hiérarchie. Est-ce que la hiérarchie sera informée de cette démarche par l'agent et est-ce que vous prenez contact avec la hiérarchie pour connaître la situation? Alors, dans un premier temps, forcément, l'agent nous sollicite, donc on va avoir un échange, mener un entretien avec cet agent en fonction de ce qu'on recueille, en fonction de l'intervention qu'il est nécessaire. Forcément, s'il y a un besoin d'amélioration de communication qui peut peut-être être rompu avec sa hiérarchie, on prendra pour avoir les deux côtés, si je puis dire, attache auprès de la hiérarchie, sans forcément alerter et cibler la personne dans un premier temps pour relever et entendre les éléments de votre partie.
On réfléchira, nous, en interne, aux solutions qu'on peut proposer. On reviendra vers les deux parties et on proposera la solution qui nous semble la plus appropriée. D'autres questions en cours d'écriture? Il est important, c'est une remarque, hein, il est important que la hiérarchie du supérieur hiérarchique concerné soit alertée. Bon là, c'est le processus qui vient d'être décrit, c'est d'abord l'agent, et en fonction de la situation. Forcément, nous, une situation d'un agent nous interrogera. Hein, c'est pas parce qu'une personne nous alerte qu'on ne va pas se poser des questions sur l'ensemble. Et donc, évidemment, c'est un travail qui touche. Après, on fait de l'individuel et on en vient aussi, si nécessaire, à faire du collectif en fonction des situations qui nous sont rapportées. Alors, on va passer à la prochaine thématique, être préparé à secourir. Et donc, c'est Laurent qui va intervenir. Alors, être préparé à secourir en entreprise, c'est une obligation légale et pratique. L'obligation à secourir en entreprise. En France, l'employeur a été tenu de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des salariés, notamment en matière de premiers secours. Ces obligations sont définies par deux articles du Code du travail, l'article 4424-15 que vous voyez à l'écran et le 4424-16. Voilà, donc dans les lieux de travail les lieux de travail doivent être équipés d'un matériel de premier secours adapté aux risques et facilement accessible. Et puis, dans chaque atelier comportant des travaux dangereux et sur tous les chantiers employant 20 personnes ou plus, pendant une durée de 15 jours, un membre du personnel doit être formé au secourisme. Voilà. Alors, donc, le rôle de l'employeur, c'est de mettre en place des dispositifs d'urgence, de former les salariés au premier secours et d'évaluer les risques adaptés et adapter les moyens de secours aux dangers spécifiques. Voilà. Suivant, voilà. Donc, être préparé à secourir. Donc, dans la collectivité, nous avons mis en place principalement la formation premier secours civique niveau 1. Alors, c'est une formation de base au premier secours. La personne titulaire du PSE1 a pour rôle principal de savoir réagir à des situations de secours d'urgence. Voilà. Donc, savoir protéger, d'accord, savoir protéger la personne, savoir se protéger, savoir protéger les équipes. D'alerter les secours en cas de besoin, le 112, le 18, le 15, en donnant les informations précises et utiles pour que l'alerte, pour que les secours interviennent au bon endroit, au bon moment. Et secourir, savoir réaliser les premiers gestes de secours adaptés à la situation. Si c'est un malaise, une perte de connaissance, un arrêt cardiaque, avec l'utilisation du défibrillateur si besoin. Ensuite, en cas de sueur, saluement, tout à fait. Voilà. Et prévenir. Adopter un comportement préventif pour réduire les risques d'accidents dans la vie quotidienne. Sensibiliser les autres à la sécurité et à la prévention. Donc, une sensibilisation générale aussi peut être apportée. Même sans avoir la formation PSC1, une sensibilisation en gestes de base de premier secours peut aider tout employé à réagir face à une situation d'urgence. Voilà. Les équipements de secours dans l'entreprise. Une bonne préparation nécessite un matériel adapté aux risques identifiés. Donc, d'abord, il faut une trousse de secours. Une trousse de secours avec un contenu obligatoire, type compresse stérile, pansement, désinfectant, des gants, une paire de ciseaux, ainsi de suite. Et une trousse adaptée à chaque risque spécifique, accessible sur les lieux de travail. Les défibrillateurs automatisés externes, obligatoires dans certains lieux publics et recommandés dans les entreprises recevant du public. Des équipements spécifiques, type rince-œil pour manipuler les produits spécifiques, des brancards, des équipements sectionnés, extincteurs, couverture anti-feu, ainsi de suite. Voilà. En organisation interne pour la gestion des secours, une organisation claire est primordiale pour réagir efficacement. Désigner un responsable, identifier des secouristes au travail, PSC1, SST, pourquoi pas, dans chaque zone. Nommer un référent, un responsable de sécurité pour coordonner les secours.
semble intéressant. Le plan d'urgence à mettre en place pour l'organisation des secours, à savoir qui fait quoi à quel moment. Afficher les numéros d'urgence dans les différents services et les consignes dans les locaux. Les panneaux de réglementation générale vont être distribués prochainement. Et des simulations d'exercices, d'évacuation incendie, par exemple, doivent être mises en place au minimum 2 fois par an dans chaque bâtiment. Ceci permettra de tester la réactivité des agents et des usagers en cas d'évacuation incendie. Voilà, c'est terminé pour cette partie. Est-ce que vous avez quelques questions? Est-ce que vous pouvez obliger un salarié à se former en SST ou est-ce que c'est sur du volontariat? Alors, Obligé à former, non, on ne peut pas obliger à former. Après, il y a quand même une réflexion sur certains métiers, comme sur les services techniques où beaucoup fonctionnent en binôme. C'est quand même mieux qu'une personne sur le binôme soit formée au premier secours, parce que quand il se déplace, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit réactif et qui puisse réagir tout de suite. Mais tout ça, c'est une réflexion à mener. C'est pareil, combien d'agents formés sur les bâtiments, combien en proportion par rapport à l'effectif de la collectivité, comment les dispatcher, ça, c'est toute une réflexion à mener. Oui, une remarque complémentaire sur les risques psychosociaux et l'importance de solliciter la hiérarchie pour connaître sa perception, voire le N+2 pour une prise de distance supplémentaire. Oui, en fonction de chaque situation, Oui, forcément, voilà, c'est des cas, c'est au cas par cas, mais évidemment, hein, on ne sait pas faire les choses en mettant la hiérarchie de côté. C'est pas le discours qu'on veut tenir et c'est pas le message qu'on veut transmettre. On comprend, c'est un travail collaboratif et c'est ensemble que la solution peut être trouvée. Donc évidemment, tout le monde est alerté et ça sera du traitement au cas par cas aussi, évidemment. Donc, il y a une question toujours sur les SST, la difficulté à les identifier. Certains sont formés, mais sont mobiles sur plusieurs sites. Donc, voilà, donc on n'a pas nécessairement en permanence des SST sur chaque site. Donc, il y a une réflexion voilà, ça rejoint ce qui a été dit. Les DAE sont obligatoires dans les établissements à partir de quelle capacité? Alors ça, c'est dans les établissements recevant du public. Après, d'un point de vue réglementation au travail, il n'y a pas d'obligation aujourd'hui de mettre en place des DAE, mais sur des sites où il y a beaucoup d'effectifs, on aura tendance à placer des DAE. Et poursuivre, il y a une autre question sur la même chose. Hein, est-ce que c'est obligatoire, les DAE, dans les écoles et accueils de public? Dès lors que c'est des établissements recevant du public, oui. Même question, voilà. Et qui fournit la trousse de secours? C'est nous. C'est nous. Donc aujourd'hui, c'est le service prévention santé qui effectue les commandes de fourniture des trousses de secours. Donc il faut nous envoyer un mail, que ce soit sur nos adresses nominatives ou sur préventionsanté.qvt@bovesi.fr. On vous renvoie le formulaire indiquant toutes les fournitures qui sont nécessaires. Donc, on a plusieurs profils de poste. Il y a les trousses de secours pour les profils techniques, administratifs et puis plus spécifiques pour la restauration scolaire. Et puis, vous nous retournez le formulaire rempli, on prépare la trousse et puis on vous la renvoie. Sachant que tout ça, on voudrait améliorer un peu les choses parce que c'est très contraignant pour nous. Donc, par le biais de la désignation de responsable de site, ce qu'on voudrait, c'est poser le cadre, dire comment on commande les fournitures indispensables. Et c'est une liste qui est validée par le médecin du travail. Et après, que ce soit les responsables de site qui soient responsables des commandes et puis du réapprovisionnement de ces trousses. Autre question, qui fournit les DAE et gère la maintenance? Alors, le contrat de maintenance, je l'ai récupéré depuis l'année dernière. Donc, un contrat est passé avec la société Schiller. Aujourd'hui, le contrat de maintenance est géré par le service prévention santé. Donc, il y a là actuellement des contrôles sur les DAE qui sont en train d'être effectués.
Par contre, sur la partie fourniture, tout ce qui est électrode, remplacement de fourniture, il y a encore des petites choses à préciser, mais dans la logique, tout devrait revenir auprès du service prévention santé. Donc, c'est nous l'interlocuteur pour les défibrillateurs. C'est bon, et puis Ok. Et donc, on va passer à la dernière partie, donc la prévention des maladies. Donc, ça, c'était pour garder en mémoire le retour d'expérience par rapport à la crise sanitaire du Covid. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de dispositions gouvernementales, ça n'a échappé à personne. Notre fameux magasin Covid a fermé ses portes. Mais voilà, c'était important de rappeler quand même que même s'il n'y a plus ces dispositions gouvernementales, c'est de garder les bons réflexes. En cas de toux, en cas de nez qui coule ou autres symptômes fiévreux, c'est d'encourager le personnel à porter le masque et à avoir une hygiène rigoureuse des mains. Et puis, en tout cas, quand les symptômes sont trop importants, c'est d'encourager à consulter un médecin parce que d'un point de vue collectif, voilà, il faut tous se prémunir de ces maladies. Il y a la grippe aussi qui s'ajoute à tout ça. Donc voilà, on voulait en profiter aussi pour vous faire un rappel sur la médecine du travail. Donc notre service de médecine du travail est au centre de gestion. Tout au long de leur carrière. Donc ça, on parle vraiment des visites périodiques qui sont dispensées tout au long de la carrière. C'est un service qui nous accompagne également pour la vaccination. Donc, vaccination grippe, on a 44 agents qui avaient répondu au sondage qu'on avait pu diffuser sur l'intranet. Donc, voilà, vaccination grippe. Encouragez vos agents à s'inscrire. C'est quelque chose que la collectivité offre. Il ne faut pas s'en priver. Après, sur des risques plus spécifiques, donc là, on a pu vacciner quelques agents de la direction cadre de vie environnement contre la leptospirose, plus spécifiquement sur les équipes de l'assainissement. Et puis pour la petite enfance, on a mené récemment, je crois qu'il y en a qui vont être faites, des vaccinations contre la coqueluche. C'est un service aussi de médecine qui nous accompagne pour les addictions. Donc tout ce qui concerne addiction, que ce soit à l'alcool ou à des drogues. Si vous avez dans vos équipes un agent, un état qui vous interpelle, vous pouvez nous solliciter pour un accompagnement plus spécifique. On a récemment mené une campagne de sensibilisation auprès d'un service de la collectivité qui a été très bien reçu, très apprécié. Et puis, ça permet de rassurer aussi sur cette thématique qui n'est pas forcément facile à gérer. Donc voilà, si vous avez toute question qui concerne la médecine du travail, en tout cas, vous avez l'adresse mail en bas qui est médecinepréventive@bovesi.fr où vous pouvez solliciter. Voilà, alors, le centre de gestion ne souhaite pas que les agents ou qui que ce soit entrent en contact direct avec eux, mais l'interlocuteur privilégié, c'est par le biais de cette adresse-là qu'on peut effectuer les demandes. Alors, si on revient sur ce problème des addictions, sachez qu'au sein de la collectivité, il y a un protocole qui existe, c'est le protocole d'état anormal d'un agent. Donc, en cas de doute sur l'état d'un agent, vous avez la responsabilité de le mettre d'abord en sécurité dans un endroit reculé des équipes, pour pas forcément qu'il soit voilà, à la vue de tout le monde, mais voilà, vous le mettez en sécurité, vous informez le service RH de ce doute d'état anormal. À la suite de quoi, il y aura la proposition d'un alcotest qui sera réalisé, donc en présence d'un membre de la RH. Le responsable de l'agence sera présent et on fait également appel dans le cadre du protocole au syndicat ou à un membre de la F3SCT. Donc là, on a 2 cas de figure. Soit l'agent accepte de faire le test et donc il n'y a pas de souci, on procède au test, soit l'agent refuse et dans ce cas-là, il faut faire appel à la police municipale et c'est eux qui établiront le contrôle. Donc là, par rapport au résultat de l'alcotest, si c'est négatif, mais que l'agent présente encore des signes de détresse, là, il faut appeler les secours. S'il n'y a pas de signe de détresse particulier, l'agent peut retourner à son poste. Par contre, si l'alcotest est positif,
Donc là, s'il n'y a pas besoin de soins pour cet agent, que c'est juste un état d'ébriété, on va contacter la personne, la première personne à contacter qui est référencée auprès des RH pour il puisse être raccompagné chez lui. Et puis ensuite, si le test est positif, mais que la personne a besoin de soins, on appellera forcément les secours, donc le 15. Si l'agent devient violent, il faut faire appel à la police municipale. Et dans tous les cas, il faut établir un constat. Donc ce formulaire-là est disponible sur l'intranet, sur l'encart RH dans les formulaires à télécharger. Donc une copie de ce constat est à remettre à l'agent. Nous, on conserve une copie. Et puis ensuite, lorsque l'agent reviendra sur le site, il faudra procéder à un entretien avec lui pour faire un débrief de la situation, qu'est-ce qui s'est passé, et puis mettre en place un accompagnement. Dans le cadre de l'accompagnement, cet agent-là sera forcément à signaler auprès de la médecine du travail pour qu'il puisse être pris en charge et qu'un suivi plus spécifique soit mis en place par le médecin du travail. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce que vous fournissez toujours des masques et gels si nécessaire? Alors, le magasin Covid est fermé. Ça, il n'y aura plus de commandes en plus. Cependant, on a encore un stock de certaines fournitures qu'on peut encore mettre à disposition. Donc, il y a des masques. Des masques, du gel, ouais. Un peu désinfectant. Voilà. Donc, on ne fera pas de nouvelles commandes, mais pour écouler le stock, vous pouvez faire appel à nous. Quelle est la stratégie des collectivités au sujet de la prévention des troubles musculo-squelettiques? Alors, les troubles musculo-squelettiques, ça va faire partie des 10 thématiques qu'on va animer dans le courant de l'année. Aujourd'hui, la prévention des troubles musculo-squelettiques, on fait beaucoup de curatifs. On va passer par les aménagements de poste. Voilà, c'est vraiment l'action qui est mise en place au sein de la collectivité. Par contre, d'un point de vue prévention des TMS, il faut qu'on mette en place cette démarche-là. L'accompagnement sur les addictions est fait par qui? Par la médecine du travail ou via votre service? Alors, il faut nous le signaler à nous, mais c'est la médecine du travail qui prend le relais sur cet aspect-là. Concernant les addictions et l'intervention de la police municipale, la difficulté, c'est pour la CAB hors périmètre de Beauvais, semble-t-il. Oui, chantier itinérant, on parle des chantiers itinérants, par exemple. Vous posez des cols. Hein. Oui. Tout dépend de l'autorité. Oui, c'est ça. Tout dépend de l'autorité, gendarmerie ou police nationale, après, je pense. Et alors, une autre question. Un livret des bons réflexes et des procédures pour les situations à risque pourrait-il être mis à disposition des encadrants sous forme de papier ou sur Internet? Tout ça, c'est des travaux qu'on doit mener et le but, c'est vraiment de vous apporter tous ces supports, toutes ces informations. Alors, ce ne sera pas forcément à chaque fois le même support qui sera dispensé, mais on doit établir justement notre plan de communication sur les 10 thématiques qui sont ressorties du document. Mais le but, c'est vraiment de vous accompagner, de vous donner de la documentation pour vous rendre de plus en plus autonome. Il y a une question qui n'a pas été terminée, c'est est-ce que la ville reconstitue son stock? Je suppose que c'est 2 masques, mais je ne suis pas sûr. Ça a été coupé là. Donc. Non, étant donné qu'il n'y a plus de disposition gouvernementale, on ne rachètera pas de nouvelles fournitures pour la prévention des maladies contagieuses. Je ne sais pas si c'est dessus. Oui, les DAE aussi, les défibrillateurs, je ne sais pas. Est-ce que le constat d'un état d'alcoolémie ou autre entraîne des sanctions après un test positif? Alors moi, je m'occupe de la partie santé-sécurité, mais oui, effectivement, le fait d'être en état d'ébriété sur le lieu de travail, c'est de toute façon du ressort du disciplinaire. Donc oui, après, il y aura des sanctions qui pourront être appliquées. On basculera à nos collègues. Oui, c'est ça, j'ai une question coupée. Que fait-on des produits ayant dépassé leur date de péremption?
La date est dépassée. Après, date est dépassée, on sait voilà. que voilà, c'est peut-être pas forcément des dates. Si c'est des dates limites d'utilisation optimale, il y a encore les principes actifs du produit est encore bon quelques mois après. C'est pas gênant. On a terminé là, C'est bon. les questions. Alors du coup, on va passer à la synthèse et à la conclusion de ce webinaire. Donc, on est conscient que la présentation a été dense en informations, mais on avait cette volonté de vous rappeler les fondamentaux de la prévention existant dans nos collectivités. Donc là, le principal à retenir pour vous, c'est l'accompagnement que le service prévention va pouvoir déployer sur les prochaines années. Donc, rappelez-vous qu'il y a un réseau de prévention qui existe, que vous pouvez solliciter différents membres de ce réseau. Vous en faites également partie. Donc, ne restez pas avec vos interrogations, vos difficultés. Il faut vraiment nous les faire parvenir et puis on vous apportera notre support. À la suite de ce webinaire, donc, vous allez recevoir les copies de restitution et PapriPacte par Paul. Donc, PapriPacte, c'est pas un gros mot, c'est le plan d'action du document unique. Vous allez également être conviés à des réunions de sensibilisation sur le leadership en prévention pour vous, les managers. On va mettre en place également les revues santé, sécurité, conditions de travail, donc en nous calant sur votre organisation. Et puis tout au long de l'année, vous verrez des animations sur les 10 thématiques des risques généraux. Et puis cette boussole, un gros projet également en termes de qualité de vie et conditions de travail qui va se mettre en place et où on attend votre participation en masse. Et donc, vous retrouverez l'ensemble de ces informations disponibles sur l'intranet, bien sûr. Donc, ce webinaire clôture toute cette grande étape du service prévention santé. En tout cas, le marché est terminé. C'est le point final, le webinaire. Donc, je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette grande démarche, en particulier Jean-Claude qui est intervenu, qui nous a accompagnés. Les services aussi qui ont facilité les interventions de Jean-Claude parce qu'on n'a pas eu de couac. Tout s'est bien déroulé du début à la fin. Et puis, mon équipe, bien sûr, qui a été mobilisée sur cette grande démarche. Donc, ça amorce, bien sûr, la démarche de prévention de nos 3 collectivités. Et puis, ça nous ouvre de nouvelles perspectives, notamment la mise en place d'une démarche d'amélioration continue de cette santé, de cette prévention de la santé, de la sécurité, des conditions de travail, dans laquelle vous comptez comme un maillon essentiel, bien sûr. Je vais le rappeler et encore le rabâcher, mais voilà, vous faites partie intégrante de ce réseau de prévention. Et puis, nous, notre accompagnement, on ne vous laisse pas comme ça vraiment là avec vous en support. Voilà, le but pour nous, c'est de faire de vous des promoteurs, mais on vous accompagne, on est là en sous-marin pour que vous puissiez mener à bien toutes ces missions. Et je voulais rappeler quand même que la prévention, il ne faut vraiment pas la vivre uniquement comme une contrainte réglementaire. C'est une opportunité de s'améliorer et de mettre en place une organisation systémique de la prévention. C'est vraiment important pour nos collectivités et c'est vraiment important de l'intégrer dans votre gestion de personnel. Voilà. Merci à tous de votre participation et puis on se revoit très rapidement. Très rapidement si vous n'avez pas de questions particulières pour clôturer le webinaire.